Le Ben Doa, dont on a déjà parlé l'année dernière, à peu près à la même époque, de Maître Dogen, est l'un des textes les plus essentiels du Zen Soto. Et comme on le sait, il fait partie du Shobogenzo. Le Shobogenzo étant un recueil de kusen de Maître Dogen. Maître Dogen partit pour la Chine très jeune, à une époque où un tel voyage représentait presque l'équivalent d'un départ vers une autre planète aujourd'hui. Mais c'est sans doute parce qu'il était très jeune qu'il avait le culot de faire ce voyage. Alors il quitta le port de Hakata, près de Fukuoka. Fukuoka, c'est sur l'île de Kyushu. Et donc il partit sur un bateau à voile, traversa des mers soumises aux moussons, donc relativement dangereuses, et affronta un voyage assez long. Moins long que celui de Bodhidharma, mais tout de même très long. Beaucoup de moines, d'ailleurs, ne revenaient jamais de Chine. Mais Dogen avait une détermination absolue. Il voulait rencontrer le vrai Dharma, le véritable Zen transmis depuis le Bouddha. En tout cas, c'est ce qu'on lui avait dit. Arrivé en Chine et après beaucoup de recherches, parmi les maîtres en particulier, il trouva finalement son maître Tendo Nyojo. Tendo Nyojo. Nyojo. Héritier de la lignée Kaodong, dont on a parlé récemment, qui deviendra au Japon l'école Soto. Soto ou Kaodong, c'est la même chose. Bref, sous la direction de Nyojo, et c'est sous sa direction que Dogen réalisa ce qu'il appellera plus tard Shinjin Datsuraku, le corps et l'esprit abandonnés. Cette expression ne signifie pas détruire le corps ou nier l'esprit, mais laisser tomber l'attachement à l'idée d'un soi. Ce n'est pas le corps qui disparaît, ni les pensées qui cessent définitivement, mais l'identification à elles, à ses pensées. Quand on parle de Shinjin Datsuraku, c'est comme une vieille chaussure usée que l'on laisse tout simplement derrière soi. Le moi perd soudain son importance centrale. Et comme il devient sans intérêt, on le laisse tomber. Mais lorsque Dogen annonça à son maître « Le corps et l'esprit sont tombés », Nyojo lui répondit immédiatement « Ne reste pas attaché à cela ». Il avait vu le danger. Même l'éveil peut devenir une possession, une décoration de l'ego. L'esprit humain transforme tout en objet de propriété, même les expériences spirituelles. On veut posséder un satori comme on voudrait posséder
une maison ou un diplôme. L'ego en a besoin. Mais le zen prévient contre ce mécanisme d'appropriation. Voilà pourquoi Dogen insiste tant sur le non-attachement, sur la non-appropriation. Il ne s'agit pas d'obtenir un état particulier, mais de cesser de vouloir saisir quoi que ce soit, éveil compris. Alors apparaît une autre manière d'être, qui est directe, silencieuse et libre. La vie réelle se révèle lorsqu'on arrête enfin de courir après une vie imaginaire. Pour le moment, nous sommes dans l'imaginaire que l'on prend pour le réel. Mais la vie réelle est différente. Mais pour avoir accès à la vie réelle, il faut d'abord cesser de courir après une vie imaginaire. Dans le Bendoa, Dogen affirme que la pratique et l'éveil ne sont pas séparés. C'est juste la même chose. Et cette idée bouleverse complètement notre manière habituelle de penser. Ordinairement, nous imaginons toujours un futur. Je pratique aujourd'hui pour atteindre demain un résultat. C'est comme ça que fonctionne l'ego. Toujours dans le futur. Mais dans le zen, l'éveil n'est pas placé au bout du chemin. Il est contenu dans chaque instant de pratique véritable. Il n'y a pas cette notion de temps. Zazen n'est pas une méthode pour fabriquer un Bouddha. Zazen est déjà l'expression de la nature de Bouddha. Zazen, c'est l'état normal. Il est déjà l'expression de la nature de Bouddha. Zazen est déjà Bouddha. Lorsqu'on s'assoit totalement, c'est-à-dire sans calcul, sans attente et sans volonté de profit, eh bien c'est déjà l'éveil. C'est exactement le sens du Sutra de la Grande Sagesse, du Hanya-shinyo. La forme n'est pas différente du vide et le vide n'est pas différent de la forme. La pratique n'est pas différente de l'éveil, l'éveil n'est pas différent de la pratique. Même chose. Dès que l'on sépare les deux, on retombe dans la dualité. La dualité d'un moi et d'un autre. Voilà pourquoi Dogen insiste autant sur shikantaza, c'est-à-dire s'asseoir simplement. Dans un monde où tout est orienté vers l'efficacité, vers le rendement, vers l'obtention d'un résultat, eh bien simplement s'asseoir est contre-intuitif. Et pourtant, c'est là la révolution silencieuse du zen. Ne rien chercher, ne rien obtenir, ne rien devenir. Être totalement présent dans l'instant, au point d'oublier qu'on est dans l'instant. Le terme instant est d'ailleurs provisoire. Au point de savoir qu'on est dans l'instant ou non ne présente aucun intérêt. Lorsque nous nous asseyons sans poursuite, sans attente, sans ambition spirituelle, alors nous
sommes en coïncidence avec la réalité telle qu'elle est. Nous sommes la même chose que la réalité telle qu'elle est. Le silence n'est plus séparé du bruit. La respiration n'est plus séparée du monde. Faire la vaisselle n'est plus séparé de la voix. Marcher devient la voix. Écouter quelqu'un devient la voix. La voix n'est pas ailleurs. Elle est exactement ici. De ce fait, et c'est ce que dit Dogen, tous les êtres sont déjà la nature de Bouddha. Mais cette nature reste comme recouverte de fumée tant qu'elle n'est pas actualisée dans la pratique. Lire des livres ne suffit pas. Comprendre des concepts ou discuter de philosophie ne suffit pas. Il faut s'asseoir. La pratique vivante actualise la réalité. La nature de Bouddha n'est pas une théorie. Elle doit être vécue. Le zen n'est pas une idée sur la réalité. C'est la réalité directement vécue. Et quand on dit s'asseoir, c'est pas forcément s'asseoir en zazen, même si c'est beaucoup plus pratique comme ça et beaucoup plus efficace comme ça. Quand on dit s'asseoir, c'est simplement être présent dans chacune de nos actions quotidiennes. D'où l'histoire du Tenzo, le vieux cuisinier rencontré par Dogen en Chine. Celui-ci faisait sécher des champignons sous le soleil, malgré son âge avancé. Alors Dogen lui demanda pourquoi il ne confiait pas ce travail à un plus jeune moine. Et le vieux Tenzo répondit, « Si je ne le fais pas maintenant, qui le fera ?» On en reparlera d'ailleurs peut-être au prochain Teisho, au prochain Kusen, peut-être demain. Cette réponse frappa profondément Dogen. La pratique ne peut être déléguée. Personne ne peut respirer à notre place. Personne ne peut s'asseoir à notre place. Personne ne peut faire sécher des champignons à notre place. Le zen ne dépend ni de l'âge, ni des circonstances, ni d'un moment idéal qui arriverait plus tard. Beaucoup vont dire « je pratiquerai quand j'aurai le temps » ou alors quand ma vie sera plus calme ou alors quand je serai à la retraite. Mais le temps véritable est toujours maintenant. Le vieux Tenzo enseignait déjà tout le bendoa en faisant sécher ses champignons. Donc c'est pas forcément Dogen qui est l'auteur du bendoa, c'est peut-être le vieux Tenzo, le vieux cuisinier. Dans le bendoa, Dogen insiste également sur le caractère universel de Zazen. Cette pratique n'est pas réservée aux moines ni aux spécialistes de la spiritualité, comme on aurait pu le croire à son époque. Toute personne sincère peut simplement s'asseoir, poser le corps sur le zafu, respirer profondément et laisser le mental se dénouer de lui-même.
le zen n'est pas une technique de relaxation destinée à réduire le stress, ce n'est pas une méthode de développement personnel, c'est une manière radicale d'habiter la réalité telle qu'elle est. À notre époque où tout est fragmenté, où les pensées se succèdent sans interruption, où l'esprit saute continuellement du passé au futur, eh bien, Zazen nous ramène à notre stabilité originelle. Zazen ne nous amène pas à un état spécial, Zazen nous ramène à notre stabilité première. Nous ne nous asseyons pas en dehors du monde, nous nous asseyons avec le monde, car nous sommes le monde. Nous ne sommes plus un individu séparé regardant l'univers de l'extérieur, nous redevenons le monde lui-même comme une montagne immobile au cœur de la tempête. Au cœur du Bendoa apparaît alors le terme fondamental Jijuyu Zammai. En fait, il apparaît à la troisième ligne du Bendoa. Dogen considérait cet état comme l'essence même du vrai Zazen. On pourrait traduire cette expression par le samadhi libre et naturel. La liberté libre et naturelle. Dans cet état, l'esprit demeure totalement présent sans être enfermé dans les pensées ou les émotions. Il y a attention, mais pas crispation, mais pas attente. Présence, mais sans effort. Liberté, mais sans dispersion. Les Shimaru employaient le mot automatiquement pour décrire cette dimension. La respiration se fait automatiquement. Le sang dans le corps circule automatiquement. De la même manière, dans le vrai zazen, la pratique devient naturelle, fluide, sans volonté personnelle, automatique. Il n'y a plus quelqu'un qui médite pour obtenir quelque chose. Il y a simplement l'assise elle-même, juste zazen. C'est pourquoi les pensées ne sont plus considérées comme des obstacles. Dans le Ji-Juyu Zammai, les perturbations mentales apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel. Elles ne sont plus des ennemis à combattre. Dogen dit même que les illusions sont transformées en éveil. Voilà un point très profond. Parce que beaucoup de pratiquants croient qu'il faudrait supprimer les pensées pour atteindre la paix intérieure. Mais le zen ne cherche pas à fabriquer un esprit vide ou artificiellement silencieux. Les pensées continuent d'apparaître naturellement. La différence, c'est qu'on ne s'y attache plus. Elles traversent l'esprit comme les nuages traversent le ciel, pour reprendre cet exemple. Elles n'interfèrent plus avec la pratique. L'éveil ne dépend pas de l'absence de pensée, mais de l'absence d'attachement aux pensées. Lorsque l'esprit cesse de saisir
alors même les perturbations deviennent transparence. Voilà pourquoi le Ben Doa demeure aujourd'hui encore un texte puissant dans un monde dominé par la recherche du profit, du résultat et de l'identité personnelle. Zazen n'est pas un moyen vers un éveil futur, il est l'expression immédiate de la nature de Bouddha. Lorsque le corps et l'esprit tombent, lorsque cesse l'appropriation, lorsque disparaît celui qui veut obtenir quelque chose, alors la réalité apparaît telle qu'elle est, c'est-à-dire vaste, simple, libre et sans séparation.